Merci d'être venu pour cette conférence. Donc, Penser l'avenir des métiers de la main et de la création. Je suis Elvire von Bardleben, je m'occupe de la rubrique mode au quotidien Le Monde et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Je le fais par ordre de gauche à droite donc. Héloïse Leboucher, directrice opérationnelle du campus MOMAD. Marion Bardet, directrice des métiers d'excellence d'LVMH, et Benjamin Simenauer, philosophe et professeur à l'IFM. Peut-être que pour commencer, on pourrait parler de cette Fashion Week, puisque je sais que Pascal en sort et moi aussi. Pascal, donc je m'adresse à toi pour cette première question. Est-ce que les Fashion Week et les défilés de mode sont, là encore, le meilleur moyen de mettre en scène la création et l'excellence française ? C'est leur vocation, c'est la création. Pardonnez-moi, parce que je suis au 6e jour, encore neuf, donc j'ai un peu une voix là de, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais un peu de mafioso, surtout si je suis en anglais, donc je vais rester en français. Mais donc d'abord, ça se passe extrêmement bien, mais je dirais que tout ce qu'on fait, c'est la Fédération de couture et de la mode qui l'organise, c'est autour de la création et du savoir-faire. C'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être. Et toutes les maisons déjà qui constituent la fédération sont des maisons pour lesquelles il y a toujours un manager, un directeur artistique ou un designer. Et les plus jeunes, c'est un créateur ou une créatrice. Et donc, c'est vraiment ça qui importe. Après, ça a un impact économique, c'est une signification culturelle, parce que la Fashion Week réunit aussi la communauté culturelle dans tous les domaines. Regardez tout à l'heure Eva Jospin, la collaboration entre Eva Jospin aussi pendant la Fashion Week et Dior en était une très bonne illustration. Et puis évidemment, c'est un pouvoir d'influence parce qu'il y a un leadership mondial. Pas facile un leadership mondial. C'est formidable, hein, n'est-ce pas ? Mais ça, il faut innover constamment. Donc c'est ce qu'on fait. On avait lancé une Fashion Week digitale pendant la pandémie. Enfin, on n'est pas là pour parler de la Fashion Week, encore que moi je veux bien continuer. Mais évidemment, tout ça, c'est la face visible de l'iceberg. Ça attire des foules absolument considérables. On travaille extrêmement bien avec la préfecture de police pour éviter les stress ou d'abord des défilés. Donc voilà, donc c'est fondamental. Et je dois dire que sous un autre angle, sur les autres aspects, s'agissant de la création et des savoir-faire, j'ai moi-même on pourrait y revenir, hein, une longue expérience dans ce domaine dans mes activités précédentes. Et puis, on a des liens très étroits. Mais avoir des liens tous très étroits, c'est pas parce qu'on est copains. Enfin, si, d'ailleurs, il se trouve qu'on l'est. Hein, on est amis. Mais c'est parce que c'était cet écosystème qui est fondamental. Et puis, vous voyez l'attractivité de tout ça ici, et d'ailleurs, et les écoles qui sont très présentes. Je pourrais continuer sur l'IA, mais je vais me taire pour le moment. Après. Le petit couplet Fashion Week, voilà. Héloïse, je rebondis sur la question de la création. Pour vous, quel est le meilleur moyen justement de mettre en scène cette création et de donner envie aux gens d'en faire partie ? Alors, je pense qu'effectivement, pour donner envie, la Fashion Week, c'est un excellent véhicule. Après, au-delà de l'envie, la question, c'est aussi comment former, comment faire en sorte que ce désir se transforme en quelque chose de tangible, d'exploitable, comment les générations se renouvellent. Et ça, c'est vraiment la place de la formation, la place des écoles. On a la chance en France d'avoir un écosystème extrêmement riche de formation pour les jeunes qui souhaitent, ou pour les adultes d'ailleurs qui veulent se reconvertir. Et c'est très précieux qu'on soit en capacité d'actualiser cette offre de formation, de la mettre en lien étroit avec les maisons qui sont celles qui sont les employeurs des personnes que l'on forme, et d'avoir à la fois cette double articulation entre les métiers de création, autour de la conception, autour du dessin, de l'identité, et les métiers du faire, les métiers de la production, de la réalisation, avec évidemment l'excellence des savoir-faire des métiers d'art, mais aussi tout ce qui peut être lié à la production ou à la déclinaison de la gamme. Donc donner envie, c'est une chose, mais passer de l'envie au possible, c'est vraiment le travail qu'on mène à travers les écoles. Alors évidemment les écoles du campus MOMAD qui réunit 50 organismes de formation, et là où c'est très intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des formations publiques gratuites, accessibles, on va avoir des formations privées, on va avoir des formations consulaires, des formations du ministère de la Culture, Éducation nationale,
tout l'écosystème est réuni à un endroit. Et c'est, je pense, dans le travail de collaboration, de confrontation au sens le plus positif du terme, qu'on peut être aussi en capacité de penser, de renouveler l'avenir des créateurs. Marion, vous qui êtes du côté donc, de l'entreprise, comment vous voyez ça? Vous avez l'impression que la création et les métiers de la main, c'est quelque chose qui attire beaucoup aujourd'hui? C'est quelque chose qui attire beaucoup et nous on s'en rend compte à chaque fois qu'on va à la rencontre du public, notamment des jeunes mais aussi des adultes en reconversion. Dès lors qu'on a la possibilité d'expliquer et de montrer la réalité de ces métiers. Pour nous, au métier d'excellence LVMH, c'est une responsabilité permanente, à la fois pour renouveler les générations. Rien qu'en France, le groupe emploie plus de 8000 artisans. Donc, on entendait Bénédicte rappeler que 25% des artisans en France avaient plus de 55 ans. Donc, c'est aussi une responsabilité collective. Et donc, on s'engage non seulement pour les 75 maisons du groupe LVMH, mais au-delà de ça, pour toute la filière française. C'est une responsabilité en tant que leader mondial du luxe et donc c'est pour cela qu'on participe avec de nombreuses maisons à des événements comme les Demain du luxe. À chaque fois, que ce soit sur notre tournée UNMI ou sur cet événement, on voit l'engouement que ça suscite chez les jeunes. On voit ici qu'on a du mal que les ateliers sont tous pleins, qu'on a du mal à leur faire quitter les lieux. Voilà. Donc dès qu'on on a la chance de montrer la réalité de ces métiers, l'attractivité, elle est indéniable. Et toi, Benjamin, puisque donc, du point de vue de l'UFM, plus de la création, comment tu perçois les choses? Bonjour tout le monde. Comment je perçois les choses? Je pense qu'il y a effectivement une sorte de mythologie autour de la mode, et de la création de mode, qui est évidemment quelque chose qui médiatiquement a pris une ampleur complètement délirante. C'est-à-dire que alors non seulement effectivement les lieux d'exposition sont toujours pleins, mais les vidéos de défilés sont vues par des millions de gens aujourd'hui. Et donc forcément, ça attire, ça fait rêver. Derrière, il y a en réalité une très grande exigence aussi. Et donc je pense que le vrai sujet pour nous qui accueillons parfois des gens qui ont rêvé appartenir à cet univers, c'est aussi de leur montrer que l'intérêt de la création est généralement le reflet d'un travail énorme et qui n'est pas, qui n'est pas que paillettes. Ce qui peut être un peu perdu de vue parfois. Enfin, je pose la question collectivement, mais est-ce qu'il peut y avoir un vrai décalage entre la manière dont la mode et la création est perçue et la réalité du travail? Sur les métiers artisanaux, on a une variété qui est immense. Donc là aussi, c'est par la démonstration de ces différents métiers qu'on fait découvrir le fait que oui, il y a des univers qui sont ceux qu'on perçoit sur les réseaux sociaux notamment, mais que derrière, il y a une réalité de savoir-faire, d'apprentissage, de transmission qui aboutissent à la fabrication d'objets qui sont très variés les uns des autres et dans lesquels on retrouve toujours une dimension de création. On va juste dire un mot sur l'importance, évidemment, de tout ce qui se passe dans les studios, tout ce qui se passe dans les ateliers, dans la mode et de façon plus générale. Je vous donne juste une illustration d'un phénomène, enfin d'un processus évidemment beaucoup plus complexe. Si vous avez un styliste qui fait un croquis et s'il le confie à 10 modélistes, mais vous n'aurez pas le même modèle, vous aurez 10 modèles différents. Vous voyez, tout est question de subtilité. Tout est question de subtilité. Et Louise, vous vouliez dire quelque chose? Oui, et je pense qu'effectivement, c'est important ce que vient de dire Pascal sur le mot modéliste, par exemple, ce métier-là qui n'est pas forcément identifié quand on se représente le fait d'être dans la mode. Tout le monde se représente le créateur et la main qui dessine. Mais en fait, toutes les déclinaisons professionnelles de la création qu'on va retrouver dans le prototypiste, dans le modéliste, dans la première d'atelier ou dans toutes les autres chaînes justement qui contribuent à cette création. C'est ces métiers-là aussi qu'il faut vraiment mettre en avant et sur lesquels il faut aujourd'hui
accentuer à la fois la grande dignité, l'intérêt et l'attractivité de la formation, parce que effectivement, il peut y avoir un décalage dans la perception entre les formations de conception, création au sens du design et celles qui sont plus liées à l'artisanat. Et un enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à rendre plus visibles les métiers du fer et à attirer des vocations, susciter des vocations pour ces métiers-là. Et quelles sont les pistes justement là-dessus ? Je crois que des événements comme ceux auxquels on participe aujourd'hui y contribuent beaucoup. Au sein du campus MOMAD, on développe un programme notamment en direction des collégiens pour faire découvrir les métiers de la voie professionnelle, les bacs professionnels métiers de la mode, enfin qui s'appelle maintenant de la confection et du vêtement, les formations de savoir-faire. Là, on parle de mode, mais la création, c'est aussi évidemment tous les arts décoratifs. Réussir à faire rentrer en contact les jeunes avec ces métiers-là, rassurer les parents aussi sur le fait que ce sont des métiers d'avenir et sans doute ceux qui sont les moins directement menacés par l'IA, puisque c'était un petit peu votre question de départ. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir démultiplier les occasions. Donc voilà, il y a des grands événements comme cela, il y a tout ce qui se passe dans les établissements pour sensibiliser les jeunes et leur faire découvrir ces formations. Peut-être un mot, si vous permettez. Parce que pour vous dire, il y a deux choses qui sont aussi importantes en rebondissant. D'abord, on voit que les métiers du savoir-faire et de la main attirent de plus en plus. En plus, il y a des nouvelles générations à former. Et une raison de cela aussi, c'est qu'on vit dans l'ère digitale, dans une révolution digitale, et que donc ça donne lieu neurophysiologiquement à des phénomènes de privation sensorielle. Et on a besoin d'exercer cette sensorialité. Et ça explique donc aussi des choses, y compris le toucher. Aristote a cette phrase, Aristote désignait le toucher comme le sens dont la privation entraîne la mort. Donc ça, c'est un point très important. En parallèle à cela, il y a la nécessité de formation et tous les besoins de formation. Et je vais vous demander quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, là. Et ce que je vous demande, c'est, d'abord peut-être que vous le savez, c'est tant mieux, sinon. Voilà, c'est de le répéter à 10 personnes et à demander à chacune de ces 10 de le répéter à 10 personnes pour créer un effet nénuphar, une série géométrique, pour enfin tuer un contresens. Ce contresens, c'est qu'on entend toujours la même antienne que la confection, la couture, par exemple, l'artisanat, de manière plus générale. C'est facile et c'est beaucoup moins complexe technologiquement que l'automobile ou l'aéronautique. C'est un contresens. Et je vais vous expliquer brièvement, si Elvire me le permet, pourquoi c'est un contresens. Chronométré, cependant. Comment ? Tu seras chronométré, cependant. Bon, mon temps de parole sera déduit après ? Bon, d'accord. Comprenez cette chose importante. Pourquoi ce ne sont pas des robots qui font ce travail ? On dirait parce que ça se saurait. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ce ne sont pas des robots qui font ce travail ? Parce que quand vous êtes dans l'aéronautique ou dans l'automobile, vous avez besoin de 2 bras. Et donc de 2 robots et d'un robot pour le tronc. Chaque robot a une aptitude à gérer la tridimensionnalité et à un degré de complexité et d'aptitude qui dépend du nombre de moteurs intégrés qu'on appelle les axes. Donc on va de 2 axes à 7 axes ou à 9 axes, etc. Si on parle du travail de la main, la robotique ne peut pas le faire. Et on est très très loin de pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut un robot pour chaque doigt. Donc chaque doigt, il faut un robot de 7 à 9 axes. Donc vous avez 5 robots, plus 5 robots, plus 1, plus 2, plus 3. Donc oui, plutôt même, je suis un peu gentil pour le bras parce qu'il faut plutôt 2 robots pour les bras. Donc 10, plus 2, plus 2, plus 1, 15 robots.
Et plutôt que, non pas 3, mais 2 plus 2 plus 1. Donc, mais on va dire c'est 3 fois plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a l'enjeu de coordination entre les robots. Donc on est très très loin du compte. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de convergence entre l'attractivité des métiers du savoir-faire pour compenser cet effet de privation sensorielle et l'incapacité technologique d'avoir des robots en dehors de cas très particuliers sur les t-shirts où on gèle la matière, etc. Et sachant que c'est encore plus compliqué sur les matériaux souples que sur les matériaux rigides, puisque sur les matériaux souples, il y a ce qu'on appelle la fluence, et donc la complexité est déjà infinie avec les matériaux rigides, la plupart du temps, enfin en tout cas, quand il y a un travail qui ça correspond à un travail d'artisanat, alors vous imaginez en matériaux souples. Mais est-ce que ça veut dire donc que ces métiers ne peuvent pas évoluer? Ces métiers évoluent. Et moi, je vais me permettre de citer Bergson. Ça fait un peu type Liste-Ajout qui cite des gens, Aristote, Bergson. Bon, ça va quand même, hein, Benjamin. Jusqu'ici, si j'ai rien dit, c'est que ça va. Hein. Ça va le faire. Oui. Vous savez, Bergson disait qu'il y a dans le geste, il y a 2 types de gestes. Je vais le dire en résumé. Il y a le geste qui consiste à reproduire un geste existant. Et puis, on revient à la création, il y a le geste créatif qui relève de la vitalité créative. Et cette vitalité créative peut être un facteur d'innovation. On peut aussi s'appuyer sur la technologie, comme sur la fabrication additive, etc., etc. Donc, les gestes peuvent évoluer. Grâce à la créativité, on retrouve la création. Benjamin, sur la capacité d'évolution de la création et de la main, qu'est-ce que... Et de l'IA ou j'en reste à la main? Non, l'IA, pourquoi pas aussi? Alors, non, mais en fait, je pense que... Alors, je ne veux pas transformer cette table ronde en un cours de philo à plusieurs. Puisque, vas-y, mais enfin, c'est pas moi qui ai lancé les hostilités avec Aristote et Bergson. Donc, on ne m'accuse pas après d'avoir... Je vous arrêterai quand je comprendrai plus rien. Voilà. Non, mais il y a une question quand même très intéressante qui est de savoir ce que veut dire le mot création. Parce qu'en fait, on l'utilise énormément. C'est un des mots... on l'utilise dans la pub, on l'utilise dans l'art. On l'utilise dans la mode et on l'utilise aussi en sciences. On parle de créativité, de création mathématique ou physique. Et en fait, c'est très compliqué de dire ce qui différencie la création de la simple fabrication. Parce qu'on va dire, en fait, quand on fabrique un objet, il y a des règles qu'on va suivre, il y a des protocoles, alors que quand on le crée, là, on ne suit pas de règles. Mais alors, d'accord, mais c'est juste une définition par la négative. On dit, il n'y a pas de règles. Mais en quoi ça consiste, en fait ? Et donc, une des questions qu'on se pose à l'IFM avec les jeunes créateurs et créatifs, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un produit humain, qu'il soit un sac, une paire de chaussures ou un tableau, va être considéré comme ayant une certaine valeur créative, qui a des dimensions sans doute de surprise. C'est-à-dire qu'en fait, un objet de la création, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. C'est quelque chose qui est différent, qui est nouveau, qui est original. Et il y a une dimension d'efficacité. C'est-à-dire qu'un produit créatif répond à un problème, pas un besoin, mais à un problème qui traite d'une autre manière. Quand vous avez un choc esthétique devant un défilé de mode, c'est parce que tout d'un coup, l'exercice du défilé et de la silhouette est résolu différemment. Si je peux me permettre une pointe de critique dans cet océan d'optimisme, il y a parfois des défilés décevants, n'est-ce pas? Pas beaucoup, quoi. Pas à Paris. À Paris, jamais. Et ils sont décevants parce que l'exercice qui consiste à produire la collection n'est pas suffisamment traité d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déjà vu un peu ça. C'est pareil au cinéma ou dans n'importe quelle forme d'art. Donc une des problématiques, c'est comment on arrive en fait à mettre des humains dans une situation de produire quelque chose de différent de ce qu'on a vu jusqu'ici et qui résout ce problème d'une manière nouvelle. Donc pour moi, c'est ça le problème de la création. C'est comme ça en tout cas qu'on essaye de la définir. Et après, la manière dont on s'y prend, elle est pas réductible à une approche, une technique. Donc, que ce soit avec ou sans l'intelligence artificielle, on peut être créatif. Je lance les débats. Je pense qu'on peut être très peu créatif avec intelligence artificielle, très peu créatif sans intelligence artificielle,
très créatif avec l'intelligence artificielle aussi. Et très créatif sans intelligence artificielle, mais ça, on le sait. Et donc, la provocation, c'est, je pense qu'on peut l'être, on peut être très créatif. Dans le monde de l'art, on voit qu'on peut être très créatif avec l'IA. Marion et Loïs, sur ces questions justement d'évolution du métier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour moi, ce sont des métiers qui évoluent depuis déjà bien longtemps, qui intègrent des nouvelles technologies qui viennent simplifier certaines tâches, mais sans enlever l'expertise des artisans. Et par rapport à la technologie, pour moi, il y a une dimension fondamentale dans l'artisanat et dans le travail de la main, qui est qu'en général, on travaille avec des matières qui sont des matières vivantes, qui ne sont pas des matières reproductibles à l'infini, où il suffit d'une machine qui va être confrontée toujours à la même matière première, elle a travaillé toujours de la même manière. Et il y a l'œil de l'artisan, il y a l'expérience de l'artisan qui vont adapter le produit au cuir qu'il reçoit, à l'or qu'il reçoit, etc. Et cette dimension-là, elle est profondément dans l'instant et dans une espèce de connaissance acquise par l'expérience et qui ne correspond pas à quelque chose que la technologie sait reproduire. Et donc, en ce sens, j'ai l'impression à vous écouter que les métiers de la main, en tout cas, n'ont pas vocation à tellement bouger à l'avenir. C'est votre opinion ? Alors, pour moi, ce sont des métiers qui bougent beaucoup, qui évoluent beaucoup, qui intègrent en permanence des nouvelles technologies, mais pour autant, c'est des outils. Donc, c'est des outils au service du métier auxquels on s'acclimate quand ils ont une vraie valeur ajoutée, mais qui restent toujours un complément et qui ne remplacent pas un savoir-faire qui, lui, a besoin de se transmettre de maître à élève, de tuteur à apprenti. Et sur la question de l'intelligence artificielle, comment vous le percevez ? Enfin, je vous pose la question à tous, mais... Non, mais la question de l'intelligence artificielle, on sait à peu près ce qu'elle sait faire et où est-ce qu'elle puise les ressources dont elle se nourrit. Elle ne se nourrit que de ce qui existe déjà, d'une certaine façon. Et il y a un certain nombre de fonctions qu'elle peut remplacer et qu'elle remplace utilement sur... à la fois la conception, on va pouvoir faire appel à elle sur la façon de réintégrer des références, de décliner, d'appliquer finalement, puisque l'intelligence artificielle, elle se nourrit de codes existants et elle va les appliquer et c'est utile à la création. Et par contre, ce qu'elle ne fait pas et ce qui est en fait au cœur de la création, ce qu'elle ne peut pas faire seule, c'est justement détourner ces références, c'est déplacer, hybrider, être irrévérencieuse, dépasser les codes. Et ça reste évidemment un élément clé dans la création. Et pour ce qui est du geste et pour ce qui est du faire, c'est pas à cet endroit-là qu'elle s'applique par définition. Donc là, il y a encore de très belles perspectives. Et puis pour rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure à propos de la robotisation, je crois que la question de la création et de la place du rapport à la technologie, ça a toujours existé dans la création, quelle qu'elle soit, et sur toutes les sphères. Et pour autant, ça reste des outils. Donc, la question de l'appropriation, la technologie a toujours le potentiel d'être appropriée. La révolution digitale avec l'intelligence artificielle est une révolution technologique d'une ampleur à peu près équivalente à celle du pétrole et de l'électricité cumulée. Donc c'est un changement de monde. Et vous savez tout ce qui se dit sur l'intelligence artificielle générale, etc. etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, ça peut apporter un appui dans la création. C'est vrai dans le cinéma. On peut faire un script plus vite quand on dialogue avec une IA. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de cette nature. Et de toute façon, ce qui va se passer, c'est que va-t-on assister alors, à des multiplications de créateurs, de figures créateurs ou de créatrices qui sont en fait des intelligences artificielles. Vous voyez, dans le cinéma, est-ce qu'il va y avoir des Tilly Norwood, vous savez, tout le débat Hollywood, partout dans la mode et dans la mode et dans la création, dans les métiers d'art. Oui, d'une certaine manière. Mais il faut aussi ajouter un point, c'est que tous nos métiers, ils sont incarnés par un créateur ou par une créatrice. Mais on va rentrer dans un schéma où l'IA est toujours une ultime, enfin ultime en attendant les autres,
le quantique, etc. Une ultime à ce stade de technologie, mais il faut aussi prendre en compte la dualité qu'il y a entre la création et l'incarnation. Parce que finalement, vous aurez différents schémas. Si on va au-delà de nos métiers, peut-être si on prend le cas de la musique, par exemple, parce qu'on voit tout ce qui se développe, tous les groupes en musique, etc., qui sont en fait des IA, tous les débats aussi concernant Spotify à ce niveau-là. On voit que vous aurez des créateurs qui sont des humains, qui sont incarnés, des incarnations humaines avec une création soutenue par l'intelligence artificielle. Mais vous avez aussi une création qui est humaine et une incarnation qui peut être une intelligence artificielle, mais ça existe déjà. Sauf que ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle, mais enfin en tout cas une forme non humaine, disons. Vous avez des humains qui peuvent travailler pour des non-humains, des non-humains qui travaillent pour des humains, plus ces deux autres schémas. Et un bon exemple, c'est Miku Hatsune, qui est cette star japonaise, qui a une foule incroyable, un succès incroyable, qui est une star virtuelle, mais pour laquelle la création est de nature humaine. Donc vous aurez tous ces schémas, mais là où j'espère que c'est une protection de nos métiers, parce que il ne faut pas raisonner en termes de protection, il faut raisonner en permanence en matière d'innovation, c'est que l'intégration entre la création et le savoir-faire complexifie le rapport à l'IA dans son utilisation comme outil, mais exacerbe son potentiel. Et ça, je vais vous dire, c'est stimulant. Et pour tous les Gen Z là, qui sont là, et les Gen Y aussi, parce que ça concerne absolument tout le monde, c'est un horizon qui peut faire parfois peur à certains, mais qu'il faut voir comme quelque chose de formidablement stimulant. Benjamin, vous avez travaillé sur ces sujets ? Ouais. Alors, pour rebondir sur ce qui était dit par Héloïse et par Pascal, on sait ce que fait l'IA, oui et non quand même. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'elle fait toute seule, mais on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Et alors, si vous laissez l'IA produire des visuels en lui donnant des instructions très basiques, ça va avoir aucun intérêt. Ça, c'est certain que ce ne sera pas créatif. En revanche, quand vous la mettez dans les mains de quelqu'un qui est créatif, ce qu'il peut faire avec, il ne peut pas le faire sans. Et typiquement, la capacité justement à détourner, hybrider, se surprendre, les IA font quelque chose qu'on appelle, dans le langage d'informaticien, elles hallucinent, c'est-à-dire qu'elles font des erreurs. Pour un créatif, c'est génial. Mettre une poche là où on ne s'y attendait pas. Et là où jamais un cerveau humain l'aurait mise. Et c'est exactement ça que j'essaie de décrire tout à l'heure quand je parlais de création. C'est-à-dire que si c'est pour reproduire les mêmes pantalons à l'infini, pas besoin de créateur. On sait faire, on connaît. Par contre, si on arrive à des formes de pantalons inédites, qu'elles aient été faites avec ou en partenariat avec une technologie ou sans, en fait, c'est pas le sujet. Mais il se trouve que des expérimentations de l'année passée montrent que on peut faire des choses assez inédites en matière de silhouette, proportion, volume, inspiration. On peut détourner des codes bien connus de maisons. Et moi, je vois que la jeune génération de créateurs, ils veulent tous expérimenter avec ça. Ils sont tous très, très curieux de ce que la chose permet de faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les IA génératives qui sont conçues par, en gros, 3-4 très grandes entreprises qu'on connaît tous bien, elles ne sont pas conçues pour ces applications. Elles sont conçues, en fait, pour de la productivité. C'est-à-dire, elles sont conçues pour être maximalement performantes et qu'on puisse, en fait, plutôt se passer de trader que de créateur de mode, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour en avoir un usage créatif, il faut les détourner. Donc, là aussi, il faut être créatif dans son rapport à l'outil lui-même. Ce qui ne simplifie pas du tout la donne. Donc, à une question qui pourrait être une question inquiétante, qui est, mais alors, est-ce qu'on va remplacer les artistes et les créateurs par des espèces de modèles qui auraient été entraînés sur des données préalables ? La réponse, aujourd'hui, elle me semble un peu absurde. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si la population devient extrêmement peu demandeuse de création, en fait, on pourra effectivement générer des sous-séries Netflix à l'infini. Ça, c'est facile de le faire avec une IA. Ça, c'est une évolution de l'espèce humaine que je ne souhaite pas, et qui n'est pas certaine. Donc, s'il reste de la place pour des produits et des œuvres avec une forte valeur symbolique, esthétique, etc.,
Je ne pense pas qu'une IA va d'elle-même avoir l'intention de la produire. Je pense qu'il va toujours falloir des créateurs. Simplement, le genre de compétences dont ils vont devoir disposer va évoluer avec ces technologies. Et il me semble qu'il est vain de s'y opposer. C'est effectivement exactement ce que dit Pascal. C'est-à-dire que si on s'était opposé à l'invention de l'électricité et qu'on avait décidé de continuer sans, on aurait probablement connu une évolution en tant qu'espèce relativement différente. C'est à peu près le même genre de choses qui est en train de se passer. Je crois qu'on arrive au terme de cette conversation, mais quand même, je voulais vous demander dans quel métier, vers quel métier il faut s'orienter donc pour l'avenir. J'en profite pour faire un peu de publicité. Toi aussi, il faut qu'on fasse tous de la publicité pour nos programmes. Nous, bien sûr, on travaille pour l'Institut français de la mode, qui est très proche de la fédération, travaille beaucoup avec toi et aussi beaucoup avec les métiers d'excellence de l'VMH. Et là, on est assez fiers parce qu'on a un nouveau certificat de spécialisation. C'est mon équipe qui me dit qu'il faut absolument que tu en parles. Bon, ben, j'en parle, mais j'ai dit vous n'avez pas besoin de me le dire parce que je suis convaincu, c'est formidable. Un certificat de spécialisation pour la haute couture, ça n'existait pas, qui sera enseigné à l'IFM et dans un lycée à Cholet et un lycée à Paris. Pas directement dans ton campus, mais il y a de multiples liens. Tout ça est complètement, encore une fois, c'est complètement écosystémique. Et c'est justement une réponse, parce qu'il y a pour ses besoins. Donc là aussi, il y a des candidats potentiels. C'est un certificat de niveau 4 pour être précis. Et c'est une illustration, parce que ça s'applique à la haute couture, mais aussi au prêt-à-porter des couturiers et des créateurs. Ce qu'il ne faut pas confondre, et évidemment, il y a une forme d'articulation, presque pas d'osmose, mais de lien étroit. La haute couture, en termes de qualité et de vélocité, de préciosité de la main, la haute couture constituant une forme d'absoluité. Je voudrais vous dire peut-être un dernier mot. Comprenez bien, par exemple, dans nos métiers, je reprends le cas de la mode, on distingue les mécaniciens tailleurs et les mécaniciens flous, mécaniciennes, etc. On pourrait dire, mais pourquoi c'est à peu près le même métier? Mais ce n'est pas le même métier, parce que tailleur, c'est plus rigide, c'est souple, mais ça reste beaucoup plus rigide que le flou. Et alors, il y a des tentatives pour rapprocher les deux, mais finalement, ce n'est pas le fond du sujet. Et ce que je dis là, pourquoi? C'est parce qu'il y a une multitude de métiers. Et si on prend tous les métiers là, alors là, il y a un éventail, tout est un éventail, pas infini, mais genre presque. Donc vous avez raison d'être intéressé par tout ça, soyez motivés, ça fait rêver, mais derrière, il y a du lourd et il y a des très belles opportunités. Vous vouliez ajouter quelque chose après cette éloquence? C'est difficile d'avoir un mot de conclusion. Non, je voulais juste évoquer effectivement un dernier point sur un programme sur lequel on travaille, puisque Marion l'a évoqué tout à l'heure, sur la question de la transmission et du renouvellement des générations. On a développé, dans le cadre du campus, avec 20 partenaires, un programme qui s'appelle le programme Ressources, dans lequel on travaille en utilisant des technologies de pointe, notamment développées par les mines Paris et les mines Saint-Étienne, sur la patrimonialisation des gestes, parce que la réalisation, et quand on a des formations pour les défendre et pour justement transmettre ces gestes qui permettent de réaliser ces choses, c'est formidable, mais parfois il existe des savoir-faire qui sont extrêmement rares, qui sont détenus par peu d'artisans, et pour lesquels il y a des vrais enjeux de conserver la mémoire de ce geste, de pouvoir les transformer, former plutôt les futurs artisans. Et donc avec la création de ce conservatoire des savoir-faire des gestes qu'on a développé, et donc je pense que Marie en dira quelques mots juste après, on s'assure que quand vous rejoindrez ces formations et quand vous rejoindrez la grande famille des savoir-faire des métiers de création, eh bien, vous aurez la quintessence de ces connaissances qui sont finalement presque intangibles et qui sont celles de la main et de la main associée à la réflexion qui va avec. Oui, je vais absolument rebondir sur ce projet ressources. Merci de l'avoir mentionné, Héloïse. Nous, on est ravis d'être partenaire de ce projet, et il est
absolument révélateur de ce qu'on disait sur les métiers de la main et l'intelligence artificielle ou la technologie en général. C'est un vrai projet de recherche, un projet au long cours, et on s'y engage avec joie parce que ce sont des métiers qui sont d'une telle complexité et qui nécessitent, et dont l'apprentissage est à peu près infini à l'échelle d'une vie humaine. Et donc tous les outils, toutes les technologies qui peuvent aider à les transmettre n'enlèveront jamais la valeur ajoutée humaine qu'il y a derrière, mais tout ce qui peut faciliter et pérenniser dans certains cas cette transmission nous intéresse évidemment au plus haut point. Et je pense qu'une belle illustration, c'est que la première maison du groupe qui est intéressée pour embarquer sur ce projet, c'est la maison Louis Vuitton sur le savoir-faire de Maltier. Donc autant dire que Louis Vuitton entretient avec beaucoup d'énergie ce savoir-faire qui est iconique pour la maison, mais on envisage cette complémentarité entre la recherche, la technologie et les mains et les personnes qui incarnent ces métiers. Eh bien, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être venus.